Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et ce soir on fait le débrief de l'étape numéro 1 de l'étape numéro 2 pardon, de ce Tour de Suisse 2021. Étape numéro 2, première étape en ligne de ce Tour de Suisse. Hier c'était un contre-la-montre, aujourd'hui c'était une étape en ligne assez animée. On s'attendait à avoir de l'animation. De toute manière, vu la fin de parcours que nous réservaient les organisateurs. On fera bien entendu les top flops, bilan des bleus. N'hésitez pas avant tout à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage également. Et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je ne sais plus si je l'ai dit, je ne sais jamais. Première étape du Tour de Suisse qui a été très intéressante dans des conditions climatiques qui n'étaient pas idéales, encore une fois, des conditions assez fraîches. Pas mal de pluie également, surtout sur la fin d'étape. Et puis un vainqueur qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps, vu qu'il prépare un petit peu la saison de VTT. Mais sur ce type de parcours aujourd'hui, il est quand même très difficilement battable, bien entendu, Van der Poel. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Julien Alaphilippe. Ça s'est plutôt pas trop mal passé pour Julien Alaphilippe. Premièrement, il est deuxième du classement à 1 seconde du leader ce soir. Mais surtout, il a eu une course plutôt très intéressante. Il a osé, il a attaqué dans le final. On va dire avec comme rampe de lancement Audrice de Venin, ce qui est assez habituel du côté de Julien Alaphilippe. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal parce que ça m'aurait presque inquiété qu'il s'impose aujourd'hui. Deuxième jour de course sur ce Tour de Suisse. On sait que le Tour de France c'est encore dans pas mal de temps. Donc ça aurait été pour moi presque inquiétant parce que ça aurait montré qu'il était en très grande forme. Pour moi, Julien Alaphilippe, il va monter en puissance sur ce Tour de Suisse. Bien entendu, il va jouer le général, mais il faudra surtout l'attendre sur la deuxième partie de course. Et puis du côté de Julien Alaphilippe, pour moi c'est rassurant parce que ça montre que il est encore en période d'affûtage et s'il est déjà capable de faire ce genre de choses sur une étape qui était peut-être un peu trop plate pour lui, surtout la dernière difficulté était un peu trop courte, je pense, pour Julien Alaphilippe. Alors sur des montées plus longues, ça va peut-être être très 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 solide, en sachant que l'équipe autour de Julien Alaphilippe, il manque 2-3 éléments qui pourraient être intéressants pour aider le français. Moi j'ai trouvé Julien plutôt pas mal. Encore une fois, dans des conditions qui sont pas forcément les conditions qu'il affectionne le plus aussi également. La pluie, ça n'a jamais été forcément son dada. Même si à Imola au championnat du monde il faisait pas hyper beau, il ne pleuvait pas, c'est pas forcément la pluie où il est le plus performant. Du côté de Julien Alaphilippe, aujourd'hui il fallait se montrer mais sans trop en faire. Et puis il faut quand même dire que dans le final il a été énormément remarqué par ses adversaires, notamment Michael Woods, mais aussi Fuglsang ou Carapaz ou même Marc Hirschi, et donc c'était compliqué pour lui de sortir. Dans le final, il faudra voir quand même l'écart entre Pouls et Garcia Cortina parce qu'il n'y a qu'une seconde entre les deux. Donc est-ce qu'ils vont pas être remis à 3 secondes tous ces coureurs-là, ce qui pourrait être intéressant pour le maillot jaune pour Julien Alaphilippe. On continue avec la Total Direct Energy. Donc, je vais dire du bien de cette équipe. Vous allez voir, ça ne va pas arriver peut-être souvent dans l'année. Je trouve que Vuillermoz et Pierre Latour n'ont pas été mauvais. Moi, j'ai bien aimé l'attaque de Vuillermoz en dernière difficulté du jour. On sentait qu'il était vraiment bien. Alexis Vuillermoz, on sait que c'est le type de boss qu'il aime. On sait qu'également que le début de Tour de France, il y a Mur de Bretagne, et c'est un coureur qui a toujours très bien performé sur le Mur de Bretagne. Du côté de Pierre Latour, moi j'étais inquiet parce qu'hier il était quand même à la minute pour un coureur qui est bon sur le contre-la-montre. J'ai été assez critique hier avec Pierre Latour. Là aujourd'hui ça s'est quand même mieux passé, 21e de l'étape dans le peloton Matthews. Donc c'est pas mal pour Pierre Latour dans ce peloton-là. En sachant qu'aujourd'hui, il faut quand même très clairement le dire, il y a quasiment personne qui s'est planté sur cette étape. C'est-à-dire tous les meilleurs sont là, je dirais, à part même Sivakov est quand même pas si loin. Il a la minute Sivakov, donc c'est pas encore catastrophique. Je dirais qu'il y a quand même peu de coureurs qui se sont plantés. Donc pour les flops, vous allez voir, ça va être plutôt compliqué à faire. Mais du côté de la Total Direct Energy, ils ont bien roulé, ils ont bien couru.
Pourtant, à un moment, j'étais inquiet parce qu'il y avait pas mal de coureurs de cette équipe dans le deuxième peloton, notamment Julien Simon. Et je me suis dit, allez, ça y est, la Tour qui est dans ce groupe-là, mais je voyais pas le déhanché de la Tour dans ce deuxième groupe. Eh bien, c'est parce qu'il était dans le groupe des leaders. Donc, ça fait un peu du bien parce que c'est vrai que Pierre Latour, depuis le début de saison, c'était pas fantastique non plus pour le coureur français. Et en plus, il sort d'un stage en altitude. Sur la chaîne YouTube de l'équipe, vous pouvez retrouver des images de ce stage. Je continue du côté des Français avec Cosnefroy. Cosnefroy, je le mets en plus moins parce que c'est frustrant avec Cosnefroy, c'est que dans les courses comme ça pour le Tour, il lui manque toujours un petit truc. Pourtant, c'est un coureur qui a été très performant. Il a remporté notamment le Tour. C'était le Tour du Finistère. Il avait été vraiment bon également à Cholet-Pays de Loire. Ça, c'était plutôt au mois de fin mars, début avril. Mais encore une fois, sur les courses vraiment World Tour, il lui en manque un peu. C'est-à-dire qu'on sent que là, il peut accrocher le premier peloton et puis il craque il doit craquer à peut-être 300 mètres, 350 mètres du haut de la côte. Et il va jamais réussir à re-rentrer ensuite derrière. Il s'est mis dans le rouge, vraiment dans le rouge, dans le sommet de la côte, et c'est un peu dommage parce que c'est un coureur de talent, mais qui a toujours du mal à passer, je dirais, au cap supérieur, à franchir un cap. Alors, est-ce que c'est parce que on l'a mal formé ? En parlant de formation des coureurs cyclistes français, je vous invite à regarder l'interview sur RMC de Marc Madiot, qui était dans les grandes gueules du sport, où il parlait de la formation. Il parlait notamment des Français en cyclisme, mais également de Roland Garros. Il parlait de David Gaudu. Il disait que David Gaudu, quand il est arrivé dans son équipe, il savait pas s'alimenter et il avait jamais utilisé un vélo de chrono de sa vie, presque. Et disait il va falloir vraiment qu'on améliore la formation, sinon pour Paris 2024 on va se prendre une tôle. Il parlait également de son môme qui rentre en 6e, mais je trouve que l'interview est assez intéressante, même si c'est Marc Madiot, il part toujours dans des envolées lyriques, mais l'interview est assez intéressante. Et du côté de Cosnefroy, est-ce que c'est pas ça le problème qui fait qu'il arrive peut-être un peu plus tard au top niveau qu'un Lennart Kämna, parce qu'il est de la même génération que Lennart Kämna. C'est vrai que Kämna, on l'a déjà vu l'année dernière, et Cosnefroy, on l'a vu, c'est un coureur qui a déjà des victoires, mais sur les épreuves World Tour, il en manque un petit peu. C'est vrai qu'on aimerait quand même le voir sur les épreuves World Tour, parce que c'est un coureur qui, je pense, a la capacité de bien performer sur ces courses-là, même si, je ne sais plus si c'était sur les classiques ardennaises, on avait eu un petit débat dans les commentaires, je ne sais plus, sur le débrief des courses du mois d'avril, sur Cosnefroy, et il y avait un mec qui m'avait dit dans les commentaires, qui je pense dans l'idée disait qu'il pensait qu'il n'avait pas le potentiel pour atteindre ce top niveau-là. Moi, je pense que si, mais peut-être que je me trompe. Je n'ai pas la science infuse non plus, et des fois, je peux me tromper, je pense, du côté de Cosnefroy. Moi, j'ai l'impression qu'il est capable de franchir ce cap-là, mais peut-être qu'il ne le franchira jamais. Et puis, du côté du flop, j'irai Jungels du côté des Bleus, parce que Jungels finit loin, Jungels quand même, encore aujourd'hui, Allez, c'est Luxembourg. Voilà, il finit 34e à 1,06 avec Turgis. C'est peut-être l'un des rares gros pour le classement général qui s'est un peu planté. C'est vrai que Jungels pour le Tour de France, je suis quand même pas sûr qu'il fasse un grand résultat. Est-ce qu'il sera même sur le Tour de France, Jungels ? Parce que c'est peut-être pas sûr non plus. Si, il doit faire le Tour de France. Mais du côté de Jungels, tu te dis quand même, c'est un mec qui a été capable de faire 6e du Tour d'Italie il y a 5 ans. Et 8e il y a 4 ans, et aujourd'hui accrocher le top 15, ça sera déjà pas si facile que ça pour lui sur un grand tour. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs au top, je vais aller assez vite. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de grands coureurs qui se sont plantés. J'ai mis tout simplement les 3 premiers du classement. Tout simplement parce que je les ai trouvés au-dessus du lot. Aujourd'hui, c'est pas juste parce que je mets les 3 premiers du classement, parce que j'ai fait le tirage au sort au pif. Déjà, Van Der Poel, on ne l'avait pas vu depuis quelques temps, Van Der Poel. Il faisait du VTT. Pour ceux qui ne suivent pas la saison de VTT, voilà, on a tous nos priorités dans la vie. J'ai regardé un peu, c'est pas la saison que je suis le plus, même s'il y a des Français qui sont très performants, notamment Jordan Sarrou et Clément et Victor Koretsky. Victor ou Clément ? Je sais plus, j'ai un trou de mémoire sur le nom.
Bien entendu, ça va me revenir dans 1 heure. Vous le savez, c'est comme Bettencourt hier. Ça m'est revenu vraiment. Je ne sais même pas s'il y avait 1 heure. Je devais le mettre dans les commentaires, dans le descriptif de la vidéo, et puis j'ai oublié ce matin, parce que je l'ai fait ce matin, toute la description de la vidéo. Bon, du côté de Van Der Poel, il a été très très bon. C'est pas facile de revenir sur la route quand on a eu une période comme ça VTT ou une période cyclocross. De revenir sur la route, faut retrouver les habitudes dans le peloton. Un peloton de VTT et un peloton de course sur route, c'est pas du tout la même chose. Déjà parce qu'il y a moins de coureurs au départ en VTT, mais aussi parce que il n'y a pas vraiment un gros peloton en VTT où vous roulez avec des groupes de 8-9 coureurs, rarement plus quand même. Et du côté de Van Der Poel, puis c'est des efforts, c'est 2 heures de course, hein, une épreuve de VTT. Alors que là, c'est 4 heures, une épreuve sur route. Donc, c'était pas forcément évident pour Van Der Poel, mais il a été très très bien entouré par son équipe, comme souvent. Alpecin a encore fait du bon travail. Et puis après, il a fait ce qu'il fallait pour jouer la gagne et vraiment pas se retrouver en difficulté. J'ai mis Sharman. Pas surprenant non plus, on sait que c'est l'un des grimpeurs qui est le plus puissant, Sharman. Il avait fini cette année, il a fini bien sur une classique ardennaise. Oui, c'était l'Amstel où il fait 3e. Il a toujours été bon sur l'Amstel, mais il fait quand même top 10 sur les 3 classiques ardennaises. Et c'est vainqueur de Paris-Nice pour la 2e fois d'affilée, avec un sacré numéro dans la dernière étape encore. C'est un coureur, on sait qu'il est puissant, on sait qu'il est performant sur les courses d'une semaine, peut-être un peu moins sur les grands tours. Et on sait surtout du côté de Sharman que c'est un coureur qui aime ce type d'arrivée. Encore une fois, parce que un peu plus costaud que les autres. 70 kg pour 1m83 sur Pro Cycling Stat Manager. Parce qu'on me vanne souvent quand je dis que Almeida est plus massif que Bernal. Même des fois, quand 2 coureurs ont le même poids, on n'a pas forcément le même physique. Et du côté de Sharman, forcément par rapport à d'autres groupes de coureurs, ça fait un peu plus costaud, malgré le fait qu'il fera pas le Tour de France. J'avais pas vu. Il sera certainement aux Jeux Olympiques, Sharman, pour l'Allemagne. Ce sera un coureur sur lequel il faudra compter. Et donc peut-être également plus frais que d'autres, parce qu'il n'a pas fait de stage. Lui, encore de préparation pour le Tour d'Espagne. Donc voilà, pas surpris de le voir aux avant-postes. Et puis ensuite, 3e, là encore, Wout Poels. Plus surprenant, Wout Poels, parce que certes, il a remporté Liège-Bastogne-Liège, mais ça remonte quand même à quelques temps. Et sur une montée comme ça, on sait que Wout Poels, c'est plutôt en moteur diesel. Les débuts de montée ces dernières années, surtout, il a du mal depuis qu'il est chez Ineos, on va dire, et maintenant chez Bahreïn, c'est un coureur qui a un peu du mal sur les débuts de difficultés. Et pourtant là, Wout Poels, ça a été un peu difficile au début, et puis après sur la fin, quand il attaque, il est costaud. Hein. Wout Poels, il faudra s'en méfier sur cette course. De toute manière, Wout Poels, on a vu, il y avait un retour aux avant-postes l'année dernière sur la Vuelta, il avait fait une très bonne Vuelta, et il est de retour, hein, Wout Poels. Et puis quand on voit la dynamique de la Bahreïn Victorious, avec notamment Padoun, Caruso et d'autres coureurs, Colbrelli aussi, on peut se dire pourquoi sur cette course-là, il ne continuerait pas sur la même dynamique. Donc voilà, c'est un coureur qui, je pense, va falloir suivre sur la suite de ce Tour de Suisse. Et puis j'ai mis également Claudio Imhoff, très costaud, je trouve, dans cette étape, le Claudio Imhoff, lui qui court pour l'équipe nationale de Suisse. Lui qui n'est plus chez les professionnels depuis cette année, où il n'a pas eu une grande carrière chez les professionnels. Ça a été un coureur qui a souvent été en difficulté. On l'a souvent vu dans l'équipe nationale de Suisse, il a 30 ans. Il a couru dans des équipes Conti pour la plupart, sauf chez Yam, mais il n'a jamais forcément réussi chez les professionnels. Mais là, il s'est bien montré. Claudio Imhoff, le coureur qui a 30 ans. Voilà, il a fait une belle étape, donc je voulais le mettre en avant. L'année dernière, il avait peu couru. Hein. Lui, il avait déjà fait le Tour de Romandie où il était aux avant-postes. Oui, l'année dernière, il avait fait 10 jours de course. Hein, donc, c'est vrai qu'il a été dans le team Vorarlberg, mais pour 10 jours de course, c'est pas excellent. Surtout qu'il y a 3 jours de course, ce sont les championnats d'Europe.
Donc voilà, c'est pas la folie non plus. Et en 2019, ouais, c'était pas non plus. Oui, il a souvent couru hors équipe professionnelle. Deuxième quand même du Rhône-Alpes-Isère Tour. Ça c'était en 2019, donc c'est un coureur qui voilà, est très intéressant, mais qui n'a jamais réussi à percer chez les professionnels. Peut-être pas forcément le physique idéal, 1m90, 80 kg, c'est vrai que c'est quand même un sacré bébé. Je termine avec les flops, vraiment très rapidement les flops. J'ai mis Pozzo Vivo parce qu'il finit assez loin, mais pour moi c'est pas une surprise. Et puis j'ai mis la rallye, c'est quand même assez incroyable. 2 coureurs dans l'échappée sur 4. Et ils arrivent à se faire piéger. Alors, bon, ils se font piéger par Tom Bolly. Tom Bolly avait l'air d'être le meilleur grimpeur du groupe. Je suis un peu d'accord avec ce que disait le druide dans cette étape. Ok, d'accord, tu te fais avoir, c'est à la pédale que ça se fait. Par contre, Claudio Imhoff, quand il part sur du plat. Tu vas pas me faire croire qu'il n'y en a aucun des deux qui est capable de réagir à ce moment-là. Et donc, comment Claudio Imhoff arrive à revenir sur Tom Bolly, tu vas me faire croire qu'il n'y a aucun des deux qui était capable de revenir sur Tom Bolly également dans la phase de descente et de plat. C'est quand même assez incroyable, je trouve, de se faire avoir de cette manière pour Dalsin et Zukowski, qui en plus est en début de crampe également, Zukowski, mais bon, même Dalsin, c'est incroyable. Mais je trouve que Rally, c'est une équipe qui ces derniers temps est quand même beaucoup moins forte qu'auparavant. Hein. C'était une équipe qui était vraiment très très forte il y a 3 ans. Depuis qu'ils ont perdu McNulty et d'autres coureurs, c'est un peu plus compliqué, je trouve. On parle de l'étape de demain. Étape de demain, on partira de l'Arène et du côté, là où on est arrivé aujourd'hui pour aller à Pfaffno. Encore une étape vallonnée, peut-être un peu plus de dénivelé positif que aujourd'hui, mais avec des côtes un peu moins importantes. On aura le Botter Wieler Strasse, côte de 3ème catégorie, ça sera au kilomètre 122. Et puis au kilomètre 157, le Homstaller Strasse, côte de 3ème catégorie, qui sera à encore quasiment 30 km de l'arrivée. Donc est-ce qu'on aura un sprint massif ou est-ce qu'on aura encore un sacré numéro de la part de Van Der Poel? Eh ben on verra ça demain. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao ciao.